Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour notre webinaire. Je m'appelle Yara Massoud et je suis en charge du développement commercial de Novatech International pour la zone géographique France, Belgique et Suisse. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui votre conférencière, Madame Mélanie Rose, spécialiste produit chez Novatech International. Mélanie est spécialisée depuis plus de 15 ans sur la mise en place de systèmes informatisés et en particulier le respect de leur conformité dans les industries de santé. Avant de commencer, quelques petites informations sur ce webinaire. Par défaut, vos micros sont coupés pendant toute la durée de cette présentation. Ce webinaire dure 60 minutes. Si vous avez des questions pendant la session, vous pouvez utiliser le chat. Nous répondrons à toutes vos questions durant ou après la session. Un enregistrement de ce webinaire sera également disponible au cours des 2 prochaines semaines. N'hésitez pas à partager cet enregistrement avec vos collègues. Et maintenant, je passe la parole à notre conférencière, Madame Mélanie Rose. Bonjour à tous, merci beaucoup Yara pour cette introduction. Donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce webinaire. Donc je m'appelle Mélanie Rose et je représente la société Novatech International. Donc Novatech, c'est une société qui est dédiée aux solutions logicielles pour les industries de santé, notamment pharma, biotech, dispositifs médicaux, et dont l'objectif est de vous faire gagner en productivité et en conformité. On a plusieurs familles de logiciels qui adressent notamment tout ce qui est gestion de la contamination avec le contrôle d'environnement, la validation de nettoyage, la gestion des utilités, des boucles d'eau, des équipements, etc. Et aujourd'hui, j'accompagne les sociétés depuis plus de 15 ans dans leur transformation digitale. Donc, je suis au service de ces sociétés pour mettre en place des systèmes informatisés, pour aider à répondre aux exigences réglementaires et normatives, mais aussi et surtout pour les aider à identifier leurs besoins spécifiques, c'est-à-dire la manière dont ils souhaitent gérer leurs données, quelles interprétations de leurs données ils veulent faire, quels sont leurs besoins, notamment en termes de gestion de tendances, de données pour investigation, etc., etc. C'est dans ce contexte qu'on vous propose un webinaire orienté sur la gestion de la contamination basée sur les risques et en particulier la transformation digitale d'un programme de CCS en fonction de l'annexe 1. Donc le programme, l'agenda pour ce webinaire, donc webinaire qui dure 60 minutes. Donc dans un premier temps, on va explorer les divers aspects de la transformation digitale dans le contexte des programmes de contrôle de la contamination et en particulier leur alignement avec les directives de l'annexe 1 et de cette nouvelle annexe 1. On examinera la distinction entre les données numérisées et les données digitalisées. On abordera l'intégration des éléments de contrôle de la contamination grâce à la digitalisation, en mettant l'aspect sur des points spécifiques, des processus à prendre en compte dans notre transformation. Et puis, on parlera des outils de technologie, comment appliquer les meilleurs outils, comment identifier les bons processus pour cette transformation. Et enfin, bien sûr, un point sur l'intégrité des données dans cette stratégie de contrôle de la contamination avec ces nouveaux outils technologiques. Donc, la première chose que je vous propose, c'est de participer un petit peu, c'est-à-dire qu'on a un pool de quelques questions. Donc, vous allez voir apparaître à l'écran des questions avec des choix multiples auxquels vous pourrez répondre et on discutera de ces réponses tous ensemble. Donc, la première question qui va s'apparaître à votre écran, c'est « Connaissez-vous la différence entre données numérisées et données digitalisées ?» Donc, je vous laisse quelques secondes pour répondre à la question. Hop, donc, vous pouvez voir sur le sondage les réponses qui s'affichent en temps réel. Donc, c'est vraiment dynamique. Donc, je vous laisse encore quelques secondes. Donc, à la question, est-ce que vous connaissez la différence entre données numérisées et données digitalisées? On voit que pour la majorité
pour la majorité, c'est non. D'accord? Donc, on ne connaît pas la différence entre données numérisées et données digitalisées. Pourtant, la différence, elle est vraiment très, très, très importante. Et dans votre transformation digitale, c'est quelque chose que vous devez véritablement intégrer. Donc, on parlera juste après, dans notre présentation, de cette fameuse différence entre données digitalisées, données numérisées, sachant que a priori, plus de la moitié d'entre vous ne font pas la différence. Ensuite, une autre question. Est-ce que vous savez si des projets de digitalisation sont en cours dans votre société? D'accord? Donc, c'est pareil. Le sondage va s'afficher à votre écran. Il est ouvert. Donc, oui, non, je ne sais pas. Je vous laisse quelques secondes pour répondre. OK, donc les résultats du sondage, donc on voit qu'à 67%, donc il y a des projets de digitalisation dans votre entreprise. Pour 27%, on n'a pas l'information et pour seulement 7%, il n'y a pas de projet en cours planifié de digitalisation. Donc la grande majorité, c'est oui, on a des projets. En effet, aujourd'hui, vu le contexte, vu l'innovation, vu voilà, la course à la productivité, à la conformité dont on doit faire face, la digitalisation, c'est vraiment indispensable. C'est plus véritablement une option dans nos structures. Donc, on verra tout à l'heure au cours de ce webinaire pourquoi on n'a plus trop le choix que de digitaliser et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour digitaliser au mieux et pour identifier nos besoins de manière la plus efficiente. Et enfin, une dernière question pour ceux qui ont répondu oui à la question précédente. Est-ce que ces projets de digitalisation, est-ce que vous savez s'ils intègrent des données qui vont rentrer dans votre contamination contrôle stratégie? Donc, le sondage est ouvert. Je vous laisse quelques secondes pour répondre. Donc, est-ce que les projets de digitalisation que vous avez dans vos sociétés, ils intègrent des données de CCS? OK. Donc, les résultats du sondage. Donc, on voit que pour 40%, la réponse est non. Pour 40%, la réponse est je ne sais pas. Et pour 20%, la réponse est oui. D'accord? C'est-à-dire que 40% je ne sais pas, c'est une valeur qui est vraiment très importante. D'accord? En réalité, si vous êtes impliqué dans ces projets de digitalisation et en charge notamment de la CCS, vous devriez être en mesure de savoir si ces projets ils intègrent des données de CCS. D'accord? Pour tous ceux qui sont non, on va voir un petit peu quel type de données peuvent rentrer dans l'application, les paramètres qui peuvent interférer dans la CCS, mais on a quand même beaucoup de types de données et je suis assez curieuse de savoir quels types de données peuvent être digitalisées et n'ont aucun lien avec la CCS. Il y en a quand même pas mal qui vont intervenir directement ou indirectement, on en parlera. Donc, je vous remercie d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. Maintenant, on va discuter de données numérisées versus données digitalisées. D'accord? Donc, on a vu tout à l'heure qu'il y avait plus de la moitié du panel qui ne faisait pas la différence entre les données numérisées et digitalisées. Donc, la numérisation de données, qu'est-ce que c'est? C'est la conversion, d'accord, des documents papier en données numériques. Donc, ce n'est qu'un procédé de conversion d'un objet réel, d'une suite de nombres, de bits, dans un but de les représenter de manière informatique sur un ordinateur. Ça, c'est la numérisation. Par contre, la digitalisation, d'accord, la digitalisation, ça va beaucoup plus loin. Ça transforme le mode de fonctionnement des entreprises. L'idée, c'est d'utiliser des outils technologiques numériques pour optimiser nos processus, accroître l'efficacité, améliorer les prises de décision. D'accord? Donc, l'idée, c'est de pouvoir analyser nos données pertinentes, notamment dans notre cas pour le contrôle de la contamination. Donc, c'est vraiment la mise en place profonde de processus informatiques dans le quotidien des entreprises. Et l'outil informatique va être un réel support pour la gestion quotidienne des données. D'accord ? L'idée, c'est de pouvoir gagner du temps qui est rare, du temps qui est précieux pour pouvoir utiliser à bon escient notre temps disponible pour l'interprétation de nos données.
D'accord. À nouveau, la numérisation, c'est que la traduction dans un format numérique et la digitalisation, c'est tout ce qu'on va faire derrière, cette transformation qui va nous permettre d'améliorer notre prise de décision, d'optimiser nos processus, etc. Aujourd'hui, la créativité et l'innovation sont essentielles pour la réussite de toute organisation. Donc, l'innovation technologique pour les entreprises, ça consiste pas seulement à numériser, mais aussi à mettre cette base digitale au service de l'amélioration, de l'élimination de nos risques. D'accord ? On doit maîtriser l'ensemble de la discipline de l'amélioration continue, et ça, c'est possible que grâce à une réelle transformation digitale pour éviter certaines lacunes en matière d'innovation qui sera très difficile derrière, voire impossible de rattraper. D'accord ? Donc, on doit non pas se contenter de numériser, mais véritablement envisager une réelle transformation digitale. D'accord ? Un petit point par rapport à l'ISPE. Donc, il y a un article très pertinent de l'ISPE qui va dans ce sens. Et donc, dans l'industrie pharmaceutique, la digitalisation, elle implique le développement, la mise en œuvre de technologies numériques à tous les niveaux des opérations pharmaceutiques. Et donc, l'objectif, c'est de transformer l'industrie en capturant, en analysant, en utilisant un grand volume de données qu'on va collecter, d'accord, à partir d'un large éventail de sources. Tout ça pour soutenir la R&D, la production, le développement, la fabrication, etc., etc. Bien sûr, AQ, CQ, surveillance et tout un tas d'autres objectifs. D'accord ? Donc cet article est vraiment intéressant sur les arguments, notamment de soutenir cette digitalisation. Okay ? Et malgré ce qu'on voit dans cet article, c'est que malgré le potentiel évident de la transformation digitale, l'industrie pharmaceutique a toujours été un petit peu plus lente que les autres secteurs, d'accord, à utiliser des outils digitaux tels que le stockage dans le cloud, l'intelligence artificielle, les technologies de communication à distance, etc. On n'est pas les plus avancés dans le domaine pharmaceutique et notamment en termes aussi de gestion des changements associés. Maintenant, la pandémie, notamment le Covid-19, a permis d'accélérer un petit peu la vitesse du changement, puisque ça a façonné la transition de l'industrie vers la digitalisation de plusieurs façons, en particulier les mesures de distanciation qui ont entraîné des changements dans la manière dont le travail est effectué. Les entreprises, elles ont été obligées d'être un peu plus flexibles et d'envisager des options à distance. Et puis, on a été, pour permettre une rapidité de mise sur marché des médicaments essentiels, on a été, on ne pouvait plus compter que sur les moyens traditionnels. Il fallait être un peu plus proactif et avoir accès aux données plus rapidement. Donc la pandémie montre clairement que les organisations, elles peuvent plus retarder leur numérisation. Donc ça, c'est un extrait d'un expert justement dans cet article de l'ISPE. Donc, les chaînes d'appro doivent être plus souples pour assurer une meilleure continuité des activités. Les données pertinentes, elles doivent être disponibles rapidement, elles doivent être fiables pour que les fabricants puissent changer facilement, et puis s'adapter à l'ère digitale. Je vais vous proposer maintenant une petite vidéo. C'est une petite vidéo de 2 minutes. Je vous recommande d'augmenter le son de votre ordinateur pour l'entendre correctement. C'est une étude de cas de McKinsey Global Institute qui compare les différents types d'industries et leur maturité en termes de digitalisation. À nouveau, comme je vous le disais, il y a plusieurs secteurs d'activité qui n'ont pas le même niveau de maturité. Tout ce qui est médias, IT, etc. sont beaucoup plus avancés. Et notre industrie, notamment pharmaceutique, demeure toujours un petit peu en deçà. Donc, il y a plusieurs raisons qui sont décrites dans cette vidéo. Et il n'y a pas que la réglementation de ce type de secteur qui complique cette avancée. Donc, vous allez le voir tout de suite dans cette vidéo. For businesses to get the productivity benefits of digital advances, they have to do more than just buy the latest tech. Digital leaders also stand out because of how they put it to work and how they integrate digital tools into employees' day-to-day tasks. A recent study looked at 27 indicators of digitization across industries,
and group them into these three broad categories of digital assets, digital usage, and digital workers. It's no surprise that the IT and media industries lead the way, along with some other knowledge-intensive sectors that are highly digitized across all or most dimensions. They have the technology, they use it to interact with their customers and process transactions, and most importantly, their employees use it to work more efficiently. But most other sectors show significant room for improvement. Capital-intensive sectors such as utilities, basic manufacturing, and real estate have the potential to improve productivity by further digitizing their physical assets. While this has been happening gradually since the 1960s, the emergence of the Internet of Things is introducing new opportunities here. There is also some overlap between these and other B2B sectors like wholesale, which could improve interactions by engaging with customers digitally. Meanwhile, B2C sectors like education, healthcare, and construction could also benefit from digitizing their customer transactions. Lagging behind the rest are the quasi-public and highly localized sectors, the companies that are struggling with digitization across every category. Even the ones with access to great digital assets, such as the advanced diagnostic tools used in healthcare, struggle to bring digitization to other parts of the sector, customer transactions, for example. But surprisingly, the area where the most sectors are lacking is in providing digital tools to their workforce. An analysis of over 12,000 detailed task descriptions revealed that technology is yet to penetrate the day-to-day work of most Americans, and many companies are still stuck in the habit of keeping their few digitized tasks in a separate department. The good news is, if they can close this gap, the upside is huge, and all sectors could see major improvements in innovation, productivity, and profits. Donc, à nouveau, donc cette étude, elle nous montre un petit peu les différents niveaux de maturité de digitalisation en fonction des secteurs industriels. Donc, on voit que l'adoption est différente en fonction du secteur. Les grands fabricants de produits pharmaceutiques, ils ont tendance à avoir une plus grande maturité digitale que les entreprises, notamment des produits génériques, etc., parce qu'il y a plus de ressources financières, il y a peut-être aussi un meilleur accès aux experts en digitalisation. Selon d'autres études, il y a entre 85 et 95% des tentatives de transformation d'entreprises qui peuvent avoir des échecs ou qui sont en souffrance. D'accord ? Parmi ces échecs, on a plusieurs paramètres qui ont été identifiés, d'accord, parmi les raisons de ces échecs. Il y a des études qui ont permis de mettre en évidence le faible niveau d'engagement des employés. D'accord ? Donc ça, c'est un point vraiment important, le faible niveau d'engagement des employés et aussi la complexité potentielle du projet. Donc, il y a plusieurs raisons pertinentes, entre guillemets, pour lesquelles des dirigeants peuvent hésiter à adopter une transformation digitale. Mais quand on les connaît, on peut les anticiper, on peut mettre en face les bonnes mesures pour avoir un projet efficace, efficient et qui répond à nos objectifs. D'accord ? Donc, parmi quelques obstacles, on va avoir à nouveau une vision et des objectifs qui ne sont pas bien définis, un manque de compréhension, de connaissances et d'expérience, d'accord ? Des manques de compétences aussi en leadership, un manque d'agilité organisationnelle. Ok, ça peut être aussi une réticence au changement, un manque d'implication des employés. Il y a plusieurs raisons qui peuvent faire qu'une transformation digitale peut subir des échecs. D'accord ? Donc, il y a plusieurs choses à mettre en place en face pour assurer une transformation digitale efficiente. Pour en venir un peu plus précisément à notre gestion de la contamination, d'accord ? Donc, lorsqu'on met en place une stratégie de contrôle de la contamination, il y a plusieurs éléments à prendre en considération, d'accord ? À nouveau, ce n'est pas un processus isolé. Il y a plusieurs données, plusieurs éléments qui doivent être documentés, qui doivent être disponibles. Donc là, on a une liste non exhaustive de certains de ces éléments. Donc, il y a ce qui concerne la validation de nettoyage, le contrôle d'environnement, la gestion des utilités, tout ce qui est associé à nos matières,
tout ce qui est associé à notre nettoyage, les utilités, les locaux, etc., etc. Donc, il y a tout un tas de choses qui vont rentrer là-dedans. Donc, la problématique, c'est que souvent, c'est des données qui vont être gérées par plusieurs personnes, par différents départements, qui vont avoir plusieurs sources, c'est-à-dire plusieurs systèmes qui soient informatisés ou non, d'accord? Et donc, c'est assez difficile de pouvoir corréler toutes les informations, d'accord, pour les avoir dans un seul système, pour pouvoir les comparer les unes avec les autres. Et c'est vraiment dans ce sens que va la nouvelle annexe 1. On parle d'approche holistique, d'accord, de corrélation de données. C'est vraiment de pouvoir comparer toutes les données les unes avec les autres pour notamment identifier les causes racines. OK? Donc, à nouveau, la CCS, ce n'est pas un processus isolé, c'est quelque chose qu'il va vraiment falloir anticiper lorsqu'on met en place une transformation digitale d'un programme de CCS. On peut identifier plusieurs étapes d'une véritable transformation digitale, d'accord? Ces étapes, elles ont été identifiées en tenant compte aussi des risques, vous savez, et des paramètres liés à l'échec de nos transformations digitales qu'on a vues précédemment. Donc, la première chose, ça va être d'évaluer l'état actuel, d'accord? Quelles sont nos sources de données, comment elles sont disponibles, quels sont les processus utilisés aujourd'hui, etc., etc. Ensuite, on va définir nos objectifs de notre transformation digitale. Donc là, l'idée, c'est de rédiger un cahier des charges ou des URS, quelque chose qui va être basé sur les risques, d'accord, pour définir nos besoins, nos objectifs. Pour ça, il est très important de faire appel à des experts, d'accord? C'est pas une personne toute seule qui peut identifier ce besoin. C'est quelque chose, voilà, c'est des ateliers qu'on doit faire avec des experts pour identifier comment doivent se dérouler les processus pour tous les éléments, de notre contamination contrôle stratégie. On doit bien sûr identifier les risques associés à la gestion de ces données et on doit créer notre cahier des charges en fonction du processus et des risques identifiés. Ensuite, en 3, à nouveau, on va identifier les sources de données, d'accord, pour tous les sites, s'il y a plusieurs sites concernés, pour tous les éléments de la contamination contrôle, d'accord. Donc, par exemple, les données associées à l'équipement, au personnel, aux utilités, aux locaux, à l'environnement, aux matières premières, au processus de fabrication, à la chaîne d'appro, etc., etc., d'accord. C'est très important puisque, à nouveau, si on définit mal notre besoin et donc on définit mal les données initiales et souhaitées, on va avoir un projet qui ira à l'échec, d'accord? Enfin, en 4, il va falloir choisir là où les solutions pour la gestion des données, pour la gestion de l'analyse, etc. Donc, c'est là qu'on va identifier les solutions possibles, les fournisseurs possibles. Enfin, en 5, on va élaborer un plan de conversion des données, d'accord, pour identifier les ressources disponibles, l'équipe, etc., etc. Donc, mettre en place, Donc, mettre en place une équipe projet notamment. Enfin, on va déployer les solutions de transformation digitale en phases qui sont réalisables. Et enfin, on va contrôler, affiner, améliorer. Donc, comme tout projet, on va, c'est le fameux PDCA, Plan Do Check Act. On va vérifier et puis améliorer notre solution et ce qu'on a mis en place. Donc, ça, c'est des étapes vraiment classiques, bateaux d'une transformation digitale et d'expérience. Les premières étapes, elles peuvent être un petit peu bâclées. Et si elles sont bâclées, c'est ce qui risque de mener à une transformation pas efficiente. D'accord ? Par exemple, pour l'identification des ressources, d'accord, les sources de données, on va identifier le workflow actuel et le workflow futur, d'accord? Par exemple, là, on est sur un extrait pour la gestion de la contamination. État initial, quel est le responsable de ces données, le département responsable, sous quelle forme nos données sont disponibles. Donc, par exemple, ça peut être un formulaire qui est disponible dans notre système qualité, qui est responsable de ça, c'est par exemple le responsable microbio. Combien de temps on met? D'accord, c'est important aussi d'identifier les temps sur l'avant-après pour voir si on va gagner du temps et puis aussi peut-être défendre une business justification, un ROI pour obtenir un budget pour un tel système. Quoi qu'il en soit, il faut vraiment définir en fonction des données, en fonction du processus concerné, la valeur avant, la valeur après et ces informations. Pour vous donner un autre exemple, là on est dans le cas
d'un processus de gestion des validations de nettoyage. Vous voyez, il y a la solution actuelle et la solution future digitalisée. L'idée, via cette représentation-là, c'est de pouvoir mettre en évidence des actions qui peuvent être réalisées en parallèle plutôt qu'en séquence, de voir où est-ce qu'on va gagner du temps, où est-ce qu'on va gagner en efficacité, etc., etc. Donc, il y a plusieurs modalités, possibilités pour représenter la situation actuelle versus la situation future. Quoi qu'il en soit, c'est un exercice qu'il est indispensable de réaliser pour avoir la transformation la plus efficiente. Ensuite, on va faire donc cette fameuse recherche d'outils technologiques. D'accord ? Donc, pour rechercher nos outils disponibles, on est quand même dans un domaine, dans un secteur d'activité où il y a pas mal de conférences, pas mal de forums. On peut utiliser des groupes de discussion LinkedIn. On peut aussi aller à des événements comme A3P, comme PDA, etc., dans lesquels il y a des conférences avec des experts. Pour voir un petit peu quelles sont les technologies disponibles. Il ne faut pas hésiter non plus à brainstormer, voir ce qui est fait sur d'autres sociétés, quels systèmes ils utilisent, essayer de privilégier les retours d'expérience. Voilà, il n'y a pas de meilleure information qu'un retour d'expérience d'un client qui a implémenté une solution que vous envisagez. D'accord ? C'est vraiment ce que vous pourrez avoir de plus pertinent en termes d'information. Vous pouvez aussi travailler avec vos fournisseurs. Dites-vous qu'un fournisseur qui fournit une solution logicielle de gestion des données environnementales, il a parfaitement l'habitude de travailler avec des clients divers et il va pouvoir vous aider aussi à construire votre projet, à identifier votre besoin. Alors, je ne vous dis pas de contacter 15 fournisseurs et d'obtenir un maximum d'informations gratuitement. Faites appel à des fournisseurs qui ont l'habitude, qui ont l'expérience de ce type de projet et qui vont pouvoir vous aider à identifier ce qui est le plus adapté pour vous. D'accord ? Donc, à nouveau, s'appuyer sur des organisations sectorielles, je vous en ai déjà parlé un petit peu. Ensuite, prendre en considération les guidance réglementaires. D'accord ? Donc, il y a pas mal de guidance sur des recommandations particulières, notamment en lien avec la conformité des données, l'intégrité des données. Il y a aussi des guidance qui sont disponibles qui vont être disponibles pour la gestion de la nouvelle annexe 1, etc. Donc, il y a pas mal de choses qui sont disponibles que vous devez consulter, qu'il est de bon ton d'aller voir pour voir un petit peu ce qu'on vous recommande pour l'interprétation de la réglementation. Et puis, bien sûr, tenir compte des ressources disponibles. D'accord ? Quand on cherche une solution logicielle, il faut avoir en tête quelles sont les ressources disponibles dans notre entreprise. Typiquement, quand on veut un logiciel pour gérer un processus, il y a plusieurs options. On peut très bien faire appel à une société qui va développer à 100% le système que vous souhaitez sur la base de vos besoins que vous allez devoir rédiger, ou bien vous allez faire appel à une société qui a des solutions qui sont prêtes à l'emploi, d'accord, sans développement spécifique et qui sont déjà utilisées dans votre secteur d'activité. Ça ne demande pas du tout les mêmes ressources, d'accord. Si vous demandez du développement spécifique, forcément, il va y avoir beaucoup de temps, déjà de temps projet pour le développement, etc., mais aussi besoin de ressources internes pour la définition de votre besoin. C'est un métier de définir ses besoins pour ensuite les fournir à un développeur. Voilà, donc il faut bien avoir en tête les différentes solutions, les différents outils. Je ne dis pas qu'il y a un outil qui est meilleur qu'un autre. Par contre, dans votre entreprise, dans votre organisation, il y a clairement un outil qui sera à privilégier en fonction des ressources que vous avez à disposition. D'accord ? Maintenant, on va parler un peu plus en détail de l'annexe 1 et en particulier comment l'annexe 1 soutient les solutions digitalisées. Donc, bien sûr, l'accent est mis sur une approche basée sur les risques pour le contrôle de la contamination. On parle d'approche holistique, d'accord ? Approche holistique de la CCS, c'est vraiment un point très important dans cette nouvelle annexe 1. Et en fait, l'idée, c'est de plus utiliser nos données en silo, d'accord, de manière indépendante les unes des autres. Alors, je vous ai dit que c'était la complexité, puisqu'il y a pas mal de données qui vont intervenir dans notre CCS. Et peut-être qu'aujourd'hui, elles sont gérées par plusieurs départements qui ne communiquent pas de la manière la plus efficiente.
c'est là qu'un outil technologique va vous permettre de répondre à cette annexe 1 pour pouvoir voir toutes les données, les corréler, les comparer, d'accord, et bien sûr les avoir dans le même environnement. Ça va vous aider à avoir cette fameuse approche holistique de la CCS. L'accent est mis aussi sur l'intégrité des données. Alors, ce n'est pas une nouveauté, tout ce qui est data integrity. On entend beaucoup parler du 21 CFR Part 11, etc. Quoi qu'il en soit, l'annexe 1 met l'accent sur le data integrity et la gestion de tout ce qui est sécurité des données. Et c'est des choses qui doivent être parfaitement intégrées dans la solution digitale que vous allez utiliser. La recommandation derrière ça, bien évidemment, ça va être de définir votre besoin avec en input de vos besoins, toutes vos attentes en termes de sécurité des données, par exemple un audit trail qui va tracer qui a saisi quelle information, quand, etc. Tout ce qui est sécurité lié à la gestion des accès, etc., etc. Vous aurez beaucoup plus de chances d'avoir un système qui répond bien à toutes ces attentes data integrity si vous vous concentrez sur des fournisseurs qui sont spécialisés dans le domaine pharmaceutique, bien évidemment, puisque ça va être la demande de tous leurs clients de répondre à ces exigences. Okay. Et puis, voilà, on a aussi bien sûr des guidance sur l'utilisation de technologies avancées. Donc, à nouveau, le point vraiment le plus important, ça va être cette approche holistique. Donc, il faut parcourir l'ensemble des différentes dimensions à prendre en compte pour réussir la transformation de votre entreprise, aspect métier, technologie, culture, innovation, pour avoir toutes les données, non plus en silo, mais corrélées. Un extrait ici de l'annexe 1. Donc, à nouveau, annexe 1, fabrication de médicaments stériles, d'accord, c'est qu'il va falloir avoir une connaissance détaillée des techniques et des procédés, d'accord. Donc, le terme connaissance détaillée, c'est vraiment un point important. Ça va complètement dans le sens aussi, lorsqu'on va vouloir digitaliser, de décrire son besoin, vous savez, avec les workflows que je vous ai montrés tout à l'heure. Donc, c'est un point important qui est vraiment poussé par l'annexe 1. Autre point, donc, les éléments à prendre en considération au sein d'une CCS, ça doit inclure les mécanismes de prévention, les analyses de tendance, tout ce qui est investigation détaillée, l'analyse, la détermination des causes principales, les routes causes, tout ce qui est CAPA, action corrective, action préventive, et bien sûr, la nécessité d'outils d'investigation complets. D'accord? Donc, l'accent est mis sur l'interprétation des données. Donc, à nouveau, ça a fait le parallèle avec la différence entre digitalisation et numérisation. La numérisation ne va rien vous apporter pour votre contamination contrôle stratégie. Il faut vraiment avoir une digitalisation efficiente pour permettre d'interpréter nos données, de les corréler, pouvoir faire des actions préventives, des tendances, des investigations, des routes causes, etc. Un autre extrait de l'annexe 1, ça concerne le chapitre 5 lié aux équipements, d'accord. Donc, les exigences en matière de surveillance d'équipements doivent être définies dans un cahier des charges utilisateur dès les premiers stades du développement et confirmées pendant la qualif. Les alarmes doivent être relevées, évaluées, d'accord, pour effectuer aussi des tendances. La fréquence à laquelle les alarmes sont évaluées doit être basée sur leur criticité. Donc, tout ça, ça concerne la surveillance des équipements qui peut fournir des données très importantes, d'accord. Ça fournit des données importantes, mais d'autant plus lorsque c'est combiné à d'autres informations liées à la gestion de la contamination. Un autre point, ça va être les résultats pour les paramètres critiques et attributs qualité critique des utilités à haut risque doivent faire l'objet d'une analyse de tendance régulière pour assurer la capacité du système, que la capacité du système reste appropriée. D'accord? Donc, à nouveau ici, on va devoir analyser, interpréter les données qui sont liées à la gestion des utilités. D'accord? Il va falloir faire des tendances. Tout ça, forcément, je veux dire, on connaît aujourd'hui les difficultés, notamment à gérer des tableurs Excel, à les valider, à l'impossibilité de les rendre conformes au 21 CFR Part 11, notamment parce qu'on n'aura jamais dans un fichier Excel, même si on le valide le mieux du monde, on n'aura jamais une traçabilité assurée de qui a modifié quoi, quand, etc. Donc, il y a plein de risques associés à ça, hormis le fait que ça prend énormément de temps.
forcément, un outil de digitalisation va nous permettre de soutenir ces demandes de l'annexe 1 et de sécuriser nos données. Donc, quand on met en place une stratégie de digitalisation, on va mettre en œuvre les meilleures pratiques, intégrer tout ce qui est associé à nos paramètres de CCS. On va pouvoir aussi automatiser tout ce qui est analyse des worst cases, identifier les zones, les équipements à risque élevé, automatiser aussi tout ce qui est calcul de limites, notamment lorsqu'on fait nos worst cases, etc. On va pouvoir faire des tendances liées au DHT, au CHT, analyser tout ce qui est associé aux routes causes, aux causes racines. On va avoir des notifications automatisées d'excursion, notamment pour l'environnement, pour les utilités. On va pouvoir digitaliser aussi tout ce qui est associé à nos qualifications pour les filtres. C'est vraiment une liste absolument non exhaustive, d'accord? Mais quoi qu'il en soit, un outil, notre outil de digitalisation va nous permettre vraiment de systématiser, d'automatiser tout ça. Pour parler un peu plus en détail de la CCS, donc la CCS, elle a bien sûr plusieurs facettes, d'accord? Il va falloir envisager les tendances à plusieurs facettes. Trop souvent, pour le contrôle d'environnement, par exemple, les tendances sont basées sur un nombre insuffisant de données ou de paramètres. Okay, donc, fréquemment, les fournisseurs ils vont faire des tendances avec 2-3 paramètres, ce qui ne va pas être suffisant. Il faut prendre en compte forcément l'emplacement, l'équipement utilisé, les personnes, mais aussi le type de prélèvement, la méthode utilisée, bien sûr l'identification microbio, les utilités associées, les shifts, d'accord, si jamais il y a des équipes de nuit ou des choses comme ça. Tout ça, c'est des données qui sont vraiment importantes. Donc, il faut utiliser plusieurs variables, notamment pour effectuer une analyse des causes profondes. Et si on examine ces données dans une seule dimension ou seulement dans 2 ou 3 dimensions, on n'aura qu'une partie des informations. D'accord? Il faut combiner l'ensemble des données et on aura une vue complète. C'est cette corrélation qui va nous permettre d'identifier la root cause et la cause vraiment première du problème. Et c'est ce qui est supporté, c'est ce qui est poussé, entre guillemets, par la nouvelle annexe 1. Pour rester, par exemple, dans le contrôle d'environnement, donc là, on a un workflow associé à de la gestion du contrôle d'environnement en utilisant un système informatisé. D'accord? Donc, on a plusieurs étapes avant le prélèvement, pendant le prélèvement, après et les tendances. D'accord? Donc là, par exemple, on voit avant le prélèvement, on va avoir des informations qui peuvent être importantes, notamment tout ce qui est lié à la surveillance en continu. Ensuite, on va réaliser nos prélèvements, ce soit des prélèvements, par exemple, monitoring du personnel, les surfaces, des tests de ST, du comptage particulaire, etc. Donc, on va pouvoir faire nos prélèvements. Grâce à un outil, on va pouvoir associer ces prélèvements à des informations qui sont pertinentes. Par exemple, je ne sais pas, si je fais un contrôle d'environnement dans une salle, combien de personnes il y avait dans la salle au moment où j'ai fait ce prélèvement, quel équipement j'ai utilisé pour faire ce prélèvement, éventuellement quelle eau était fabriquée au moment où j'ai fait ce prélèvement, etc., etc. Et ça, forcément, le fait de pouvoir collecter la donnée en temps réel et de manière facile grâce à un outil digital, ça va nous permettre déjà de gagner du temps et surtout de gagner en source d'information, en pertinence pour pouvoir ensuite faire nos analyses de tendance, nos reporting. Et donc, à nouveau, à partir du moment où toutes ces données, voilà, donc après, on va mettre en incubation, on va faire notre comptage, identification, etc., etc., enfin, tous les résultats de nos tests. Et c'est notre outil qui va enregistrer toutes ces informations. Ça va nous permettre de faire des rapports d'excursion, des rapports de tendance, de pouvoir voir s'il y a des dérives, etc., de faire du prédictif, de faire de la root cause. Donc, tout ça, ça va nous permettre de planifier. Un système informatisé va nous permettre de planifier et d'organiser nos prélèvements de manière flexible. Ça va nous permettre une analyse continue et en temps réel des données environnementales, c'est-à-dire qu'on ne va pas seulement faire nos analyses de tendance au moment de notre APR pour préparer notre audit, etc. C'est vraiment quelque chose qu'on va faire de manière proactive pour gagner en efficacité en gestion interne. Donc, on va avoir une gestion efficiente des excursions, les routes causes. On va éliminer les enregistrements papier qui ont comme problématique notamment les réconciliations manuelles. Voilà, on a perdu le formulaire, à quoi il correspond cet échantillon, on connaît. Donc, tout ça, ça va nous permettre de gagner du temps et de gagner en sécurité.
et risques associés. Et bien sûr, donc ça va nous permettre de faciliter tout ce qui est mesures de conformité au GXP. On va aussi bien sûr réduire le nombre de tâches, les risques de contamination, et donc ça va nous permettre d'assurer une gestion complète de nos échantillons, et tout ça dans un environnement avec une intégrité des données, la sécurité, la conformité réglementaire, tout ce qui est associé au 21 CFR Part 11. Si toutes les données après prélèvement, elles vont dans un fichier Excel pour faire des tendances, on a un vrai problème parce que à nouveau ce fichier Excel, la validation du fichier Excel, déjà c'est un travail non négligeable, mais en plus, on ne pourra jamais valider complètement un fichier Excel selon le 21 CFR Part 11 parce que ce n'est pas un système qui est sécurisé de la bonne manière, notamment en termes de traçabilité. Ça veut dire qu'il faudrait mettre en place des mesures complémentaires à notre fichier Excel pour assurer cette traçabilité, des logbooks, des choses comme ça. C'est quelque chose de très lourd, très compliqué à mettre en place et qui ne donne pas confiance sur la sécurité de nos données. Donc, à partir de là, on peut gérer plusieurs analyses de tendance et à nouveau les corréler les unes avec les autres. D'accord? Donc, on va avoir, là, par exemple, il y a un exemple avec 4 paramètres. On va pouvoir corréler ces paramètres, par exemple, par emplacement de prélèvement, par personne qui a réalisé ce prélèvement. Voilà. Ensuite, par micro-organisme, on va pouvoir voir si notre identification microbienne, elle est d'origine humaine, par exemple, ou pas. Par l'eau produit, etc., etc. Tout ça, on va pouvoir corréler nos tendances, voir un peu l'histoire de notre produit qui a été potentiellement affecté. Et c'est en disposant de plusieurs points de vue qu'on peut approfondir nos données et trouver la réelle source de contamination. D'accord ? Donc, on a plusieurs possibilités grâce à un outil de voir, de visualiser nos données. On peut faire un rapport pour voir un petit peu le rapport d'excursion sur le nombre total. Il y a plein de choses qui sont disponibles sur des outils digitaux. Là, par exemple, on a un Recovery Rate Reporting. Donc, l'objectif, c'est vraiment, pour vous, c'est de déterminer quelles sont les tendances dont vous avez besoin. D'accord ? Par exemple, si on veut identifier dans une tendance quelles sont les variations saisonnières, on doit forcément inclure un minimum de 5 trimestres pour pouvoir comparer les trimestres d'une année à l'autre. Donc ça, c'est à vous de définir. Vraiment, l'idée, c'est pas de faire des tendances pour des tendances, mais c'est de pouvoir dire, voilà, quelle tendance pourrait être intéressante pour nous pour identifier une source de contamination et pour pouvoir y remédier. Il faut bien évidemment aussi, c'est très clairement précisé dans l'annexe 1, faire du trending post-correctif, d'accord? Donc, pour voir notamment l'efficacité d'un programme qu'on a mis en place, d'une action corrective qu'on a mis en place, pour voir si vraiment il y a eu un effet. Donc, l'efficacité de notre action, d'accord, elle est à évaluer. Par exemple, les données de surveillance d'environnement, elles peuvent montrer l'efficacité d'un programme de nettoyage, d'accord, par zone, par produit, par processus, par type de micro. On peut faire plein de choses. Mais quoi qu'il en soit, il faut identifier les tendances qui sont adaptées et qui vont être efficientes pour vous. Donc, grâce à une stratégie digitale, on va pouvoir mettre en place un outil de gestion des tendances puissant, notamment pour gérer les tendances préventives, les tendances de routine, les tendances liées aux enquêtes, aux investigations, etc. Et puis tout ce qui est post-correctif. Donc, un programme de tendance qui est bien conçu, à nouveau, c'est quelque chose de très puissant. Mais il va falloir identifier quelles sont les données qu'on veut analyser. Il ne faut pas à nouveau juste numériser et reporter les informations. Il faut vraiment se demander quelles sont les informations fournies par ces données, quelles conclusions on pourrait en tirer. Est-ce que ça ajoute de nouveaux risques? Est-ce qu'il y a des mesures qui doivent être prises? D'accord. Et puis, il faut une analyse critique et détaillée des données pour faciliter notre efficacité de la CCS, l'analyse des routes causes, l'évaluation et l'impact sur le lot, l'amélioration continue et l'amélioration continue des processus contrôlés. D'accord. Donc, il nous faut un programme de suivi des tendances qui est robuste. Les données doivent être complètes doivent être complètes pour entraîner des tendances complètes. D'accord. Donc, il faut un système qui capture toutes les données de manière cohérente pour établir des tendances corrélatives.
Les risques liés à la digitalisation. Alors, les risques, c'est un grand mot. Quoi qu'il en soit, on va avoir un risque, entre guillemets, d'intégrité des données. Et donc, risque lié à la conformité. Donc, il va falloir identifier toutes nos exigences de conformité. D'accord? Je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va identifier les éléments à prendre en compte pour assurer que nos données sont intègres. On parle d'éléments ALCOA. Donc, ALCOA, ALCOA+, etc. L'idée, c'est de dire, par exemple, que nos données, elles doivent être attribuables, c'est-à-dire qu'on sait quelle est la personne qui a généré cette donnée, que nos données, elles sont associées à une source de temps, etc., etc. D'accord? Donc, il y a plusieurs choses, il y a des guidelines là-dessus, je vous en parlerai juste après. Quoi qu'il en soit, il faut identifier nos inputs liés à l'intégrité des données, notamment nos exigences liées à la sécurité des accès, etc., pour pouvoir vraiment les avoir en données d'entrée du système qu'on va vouloir mettre en place. Risques liés à la cybersécurité. Donc, il faut mettre en œuvre des mesures de sécurité solides, par exemple des pare-feux, des systèmes de détection d'intrusion, du cryptage, etc. Et former, bien sûr, nos employés à la cybersécurité. C'est pareil, il suffit de mettre ces choses en input dans notre cahier des charges pour être sûr que ce soit bien adressé. Donc, ce n'est pas des choses qui sont complexes à mettre en place, c'est juste qu'il faut identifier notre besoin. Pour ça, il y a quand même beaucoup de choses qui existent dans la littérature et puis il y a beaucoup de choses qui peuvent vous être fournies aussi par vos fournisseurs pour vous aider à répondre aux différentes attentes. Vous pouvez aussi faire appel à des experts pour vous aider à identifier ces besoins-là. Le challenge technique. L'indisponibilité du système, donc il faut effectuer des tests, valider, etc. Donc tout ça, ça va être adressé par la validation. On est dans un environnement quand même assez réglementé. La validation des systèmes informatisés, c'est une étape importante dans l'implémentation d'un outil. Typiquement, tout ce qui est lié à la dispo du système, c'est quelque chose qui doit être adressé par la validation et on doit avoir des systèmes de sauvegarde, des plans d'urgence, etc. pour minimiser l'impact de perturbations comme celle-là. En ce qui concerne le challenge culturel, alors, on peut avoir des employés réticents au changement, d'accord? On connaît tout ça. À nouveau, ça faisait partie des risques d'échec qui ont été mentionnés précédemment. C'est quelque chose de très important dans la gestion d'un projet, d'impliquer les employés. Alors, on peut les impliquer en communiquant, on peut les impliquer en les intégrant dans notre processus de sélection, de définition du besoin, etc. Quoi qu'il en soit, c'est quelque chose qui doit être vraiment non négligé parce que c'est un réel facteur, l'implication de tous, c'est un réel facteur de succès de nos projets. Quoi qu'il en soit, il faut obtenir l'adhésion, d'accord, l'adhésion et le soutien. Et en réalité, tous les arguments pour passer à la transformation digitale sont là. Donc, c'est vraiment une question de communication, d'adhésion, d'implication, etc., etc. Puisque sur le papier, les arguments pour contre sont d'une évidence implacable, je dirais. Un autre point qui peut être un facteur on va dire pas réellement de risque, mais quelque chose qui peut poser problème chez vous, ça va être le coût, d'accord? Donc, quand on va identifier une solution de digitalisation, forcément, quand on passe par une solution qui est prête à l'emploi, on va réduire nos risques liés au coût parce qu'on a une maîtrise du budget à l'initial. C'est pas comme quand on fait du développement spécifique. Peut-être ça a été mal identifié, il faut redévelopper, etc. Et puis en termes de délai, souvent il y a un peu plus de dérive aussi sur les solutions développées spécifiquement. Donc il faut une identification des solutions prêtes à l'emploi si vous voulez une meilleure maîtrise de vos coûts. Et puis, vous pouvez aussi faire une analyse ROI, donc de retour sur investissement. Une digitalisation, dans la majeure partie des cas, c'est assez évident de mettre en avant quel est le retour sur investissement. D'accord? Donc, si dans votre société, vous avez peur que l'on vous dise « Ah bah oui, mais ce n'est pas un projet prioritaire, oui, mais voilà, on n'a pas eu d'écart d'audit, donc on ne part pas là-dessus tout de suite, etc. etc. » En réalité, si vous arrivez pour défendre un projet en disant « Voilà, je veux mettre ça en place, on gagne en productivité, en conformité, et on a un retour sur investissement de 1 an, c'est-à-dire qu'au bout de 12 mois, le système est rentabilisé et on commence à gagner de l'argent, ce n'est pas la même chose que de venir sans cette information. D'accord? Donc, c'est assez facile. À nouveau, là, vous pouvez solliciter vos fournisseurs pour vous aider à faire une réelle étude de retour sur investissement
qui va comparer votre situation actuelle, comment vous fonctionnez aujourd'hui, les temps que vous passez sur toutes vos activités, et la situation future avec un nouveau système pour vous aider à identifier votre retour sur investissement ou plus précisément la payback période, donc c'est-à-dire à partir de quand on a rentabilisé, on a payé notre système et on commence à gagner de l'argent. Je vous parlais tout à l'heure de l'intégrité des données, donc il y a plusieurs guidelines, plusieurs on va dire supports réglementaires, normatifs, etc. qui vont exister. Donc, le risque et la criticité des données doivent être évalués, par exemple audit trail, s'il y a des signatures électroniques, tout ce qui est validation des données, etc. etc. Donc, ça, c'est à identifier. Et puis, vous avez tout un tas de guidelines qui vont vous aider là-dessus. D'accord. Et des personnes qui doivent être formées aussi au référentiel réglementaire lié à l'intégrité des données. En termes d'intégrité des données, on va identifier la manière dont l'intégrité des données est assurée à chaque étape de notre processus. Donc, je vous disais tout à l'heure, je vous parlais tout à l'heure de ALCOA, d'accord? Donc, ALCOA, chaque lettre, c'est une abréviation et chaque lettre correspond à un mot. Par exemple, A pour attribuable, d'accord? Typiquement, vos données, elles doivent être attribuées à la personne qui a généré ou qui a modifié, etc. On doit pouvoir dire c'est Mélanie Rose qui a fait cette donnée, qui a généré cette donnée. Elles doivent être lisibles, elles doivent être permanentes, ça doit être un enregistrement original, elles doivent être précises, complètes, cohérentes, durables, etc., etc. Donc, pour vos données, donc là, on a des exemples sur le prélèvement d'échantillons ou alors la revue des résultats. On doit identifier ce qu'on attend de nos données, d'accord? Revue des résultats, et ben, je dois pouvoir savoir exactement quelle est la personne qui a fait la revue des résultats dans mon système. Hyper logique, mais à identifier lorsqu'on envisage une digitalisation. Donc, pour prendre un peu de recul sur tout ça, on va parler du niveau de maturité. Donc, j'ai fait une introduction en vous parlant de la différence entre la numérisation et la digitalisation. On va détailler un peu plus ici ce qu'on entend par niveau de maturité digitale d'une entreprise. Il y a plusieurs niveaux. Et il faut bien comprendre que les premiers niveaux ne vont pas avoir un intérêt considérable dans votre entreprise. Donc, c'est important de se poser les bonnes questions quand on digitalise. Okay. Donc, le premier niveau, analogue, on est sur des données papier. C'est quelque chose d'asynchrone, qui n'est pas bien intégré, qui n'a pas un très grand intérêt. On est vraiment sur ce qu'on appelait la numérisation tout à l'heure. Le deuxième niveau, résisteur, on va avoir un faible soutien des processus et de notre utilisation de la technologie. Les initiatives digitales des entreprises sont un peu déconnectées, elles sont mal alignées sur la stratégie, elles ne sont pas axées sur l'amélioration des processus, donc on est sur quelque chose de très moyen. Le niveau Explorer, donc les données numériques, elles ne sont pas forcément cohérentes, ce n'est pas complètement intégré, d'accord? Donc c'est un niveau qui est quand même un peu mieux que les deux précédents, mais ce n'est pas génial. Les entreprises, elles ont identifié le besoin de développer un processus numérique, mais ça doit être amélioré pour être prévisible, reproductible, etc. Ensuite, on a le quatrième niveau, le niveau player, d'accord? Donc, on a des processus qui commencent à être plus ou moins connectés, mais qui ne sont pas nécessairement hyper innovants, d'accord? Les objectifs des entreprises et de l'informatique sont alignés au niveau de l'entreprise, mais pas réellement innovants, d'accord? Ensuite, on a le niveau transformer. Donc là, on commence à être sur quelque chose d'un peu plus intéressant. Donc là, on va avoir un réel support de nos outils digitaux, d'accord? Avec une expérience utilisateur qui va être réellement intéressante et pertinente. OK? Donc là, on commence un petit peu à arriver sur quelque chose d'intéressant. Et enfin, le dernier niveau, c'est l'intégration optimale. Donc là, on a une complète transparence des données, une modélisation en fonction des capacités numériques, une réelle amélioration continue, d'accord? Donc, on va introduire activement l'utilisation de nouvelles technologies de digitalisation, de nouveaux modèles d'entreprise pour accroître l'efficacité. Et donc, ça va être considéré comme on va dire, des éléments constants d'innovation. Donc là, on comprend, quand on voit un petit peu le détail de ces niveaux de maturité, on comprend vraiment l'intérêt de viser le niveau le plus élevé, d'accord, qui obtient le plus d'avantages. Donc la digitalisation, elle va vous rendre efficient.
Et donc, il faut bien identifier vos besoins sur vos données pour essayer d'aller vers le niveau le plus intéressant pour votre entreprise. Donc, je vais vous poser une petite question, à nouveau un petit pool. Je vous laisse quelques secondes pour y répondre. Donc, quel est selon vous le niveau de maturité digitale de votre entreprise? Donc, j'ai mis juste faible, moyen, élevé. Bon. Sans surprise, donc j'ai pas mis les niveaux, tous les niveaux intermédiaires. Donc, on voit là qu'il n'y a personne. Donc, j'attends encore quelques secondes. Donc, on voit qu'il n'y a personne, on va pouvoir clôturer le sondage. Il n'y a personne qui est rentré dans le niveau le plus élevé. D'accord, ça ne m'étonne pas tant que ça, mais n'empêche que c'est vers ça qu'on devrait tendre. 60% sur moyen, 40% sur faible. Donc, on voit qu'il y a vraiment un axe de progression non négligeable. Deuxième question, quels sont selon vous, quels sont selon vous les obstacles ou les risques qui freinent la digitalisation de votre entreprise? Donc, je vous laisse quelques secondes pour répondre. Donc, manque de ressources financières, humaines, changements, etc. OK, donc on voit là que les deux premiers postes, donc 40% manque de ressources financières, 30% manque de ressources humaines, d'accord? Donc c'est un point très important. Manque de ressources financières, à nouveau, si jamais vous construisez un business justification avec un retour sur investissement, etc., vous aurez beaucoup plus d'arguments pour justifier la mise à disposition d'un budget pour votre projet. D'accord? Manque de ressources humaines, effectivement, c'est un point important. Après, à nouveau, on a différents types de solutions. On a des solutions qui sont prêtes à l'emploi et qui vont vous demander beaucoup moins d'investissement, même si c'est évident que dans tous les cas, la mise en place d'un système informatisé demande un investissement sur le site. Résistance au changement, 10%. C'est marrant parce que c'est que 10%, alors qu'en réalité, c'est un point qui est important dans les projets, mais effectivement, en tout cas, vous l'avez identifié. Risque lié à la sécurité, 20%. Donc là, c'est vraiment un manque de connaissances parce que en réalité, quand c'est bien identifié, les risques peuvent tous être adressés et on a en général moins de risques quand on digitalise que quand on est sur une solution non digitalisée. Voilà, je vous remercie d'avoir pris le temps de répondre à ce petit sondage. Donc, en conclusion, à nouveau, vos données ne sont pas des données isolées, d'accord? Elles vont soutenir vos opérations grâce à des informations à valeur ajoutée, ok? Et donc, c'est important de considérer toutes vos données que vous collectez pour ne plus les avoir en silo, mais pouvoir corréler. Et l'annexe 1 va dans ce sens et exige qu'on analyse toutes nos données de manière holistique pour la contamination. Et ça va complètement dans le sens de nos solutions chez Novatech. Donc, nous, on a des solutions logicielles qui sont modulaires, prêtes à l'emploi, sans développement spécifique. Et notre idée, c'est de pouvoir vous proposer une gamme de solutions qui, corrélées les unes avec les autres, vont vous permettre de comparer toutes les données, notamment les données liées au contrôle d'environnement, à la validation de nettoyage, aux équipements, etc., pour pouvoir vous permettre d'avoir cette approche holistique et de comparer vos données de manière corrélée. D'accord? Donc, on a des solutions prêtes à l'emploi qui répondent à 100% à ces exigences et bien sûr à tout ce qui est lié au data integrity et 21 CFR par 30. Je vous remercie tous pour votre attention. Une toute petite dernière question. Comment avez-vous entendu parler de ce webinaire? Donc, il y a un petit sondage, vraiment 2 secondes pour savoir si vous avez entendu parler de nous via LinkedIn ou autre, ou via le mail que vous avez reçu. Donc, je vous remercie de cette réponse.
Vous avez nos coordonnées ici et surtout, n'hésitez pas à vous mettre en relation avec moi via LinkedIn. N'hésitez pas à nous envoyer des questions, à me contacter si vous avez des demandes d'informations ou quoi que ce soit. On est complètement à votre disposition et ravis d'échanger avec vous sur ces sujets et ces problématiques. J'espère qu'on a répondu à vos attentes sur ce webinaire. N'hésitez pas à nouveau si vous voyez des points d'attention qui n'ont pas été développés suffisamment et pour lesquels vous souhaiteriez qu'on en discute. Merci à tous pour votre attention et puis très bonne journée.